bien entendu d'aborder le concept de système d'information. On avait présenté, bien entendu, et positionné le système d'information comme étant un système intermédiaire entre le système pilotage et le système opérant. Et ce système d'information, c'est lui qui va se charger et assurer l'échange d'informations entre les systèmes de pilotage et les systèmes opérants. D'ailleurs, ces deux systèmes-là, on les retrouve dans n'importe quelle organisation ou entreprise aujourd'hui. D'accord? Elle est constituée, bien entendu, de systèmes opérants et système de pilotage. Alors, en ce qui concerne donc, ce concept de système d'information, on avait, comme je l'ai dit, on avait représenté. Donc, d'une manière abstraite, il se positionne entre le système de pilotage et le système opérant. On avait donné également quelques définitions au système d'information. Certes, il en existe plusieurs, au moins une vingtaine, mais on en a pris juste 3 définitions sur lesquelles on s'est arrêté un petit peu, des définitions de type fonctionnel, type organique, etc. D'accord. Ensuite, on avait donné un exemple et on avait fait un exercice ensemble concernant les différents flux générés par un établissement comme le nôtre, comme notre faculté, avant d'aborder bien sûr les fonctions des systèmes d'information qui reprennent, comme je l'avais dit en fait, qui reprennent tout simplement les différentes phases du cycle de vie de l'information, notamment la saisie ou la collecte, le stockage, le traitement et la restitution. D'accord? Donc, ce sont les 4 fonctions majeures principales de n'importe quel système d'information. D'accord? Donc, n'importe quel système d'information que vous allez prendre aujourd'hui, sur lequel vous allez travailler, bien entendu, il se compose tout simplement de 4 fonctions principales, à savoir la fonction saisie ou collecte, la fonction stockage, la fonction traitement et finalement la fonction restitution ou diffusion. D'accord? Ce sont les 4 fonctions de n'importe quel système d'information. Et puis après, si vous vous rappelez, on avait essayé de projeter, de faire des projections de ces fonctions-là sur les différents outils technologiques et informatiques qui existent aujourd'hui et qui nous permettent de faciliter, bien sûr, et d'automatiser ces systèmes, excusez-moi. Si vous vous rappelez, sur les outils et les technologies qui existent en fait, qui nous facilitent, qui nous permettent de faciliter l'implémentation de ces fonctions-là. Alors, on a commencé avec la fonction saisie et collecte, d'accord? Donc, cette fonction-là, donc c'est la première phase dans le cycle de vie de l'information. Et c'est la première fonction au niveau d'un système d'information, c'est à travers laquelle on fait l'acquisition de données et l'acquisition d'informations. Donc, certainement, pour alimenter votre système d'information, d'accord? Par quoi d'ailleurs? Par des informations, par des données, d'accord? Et donc, vous avez besoin de faciliter, d'automatiser cette phase ou cette tâche-là. D'accord? Et du coup, vous allez utiliser tout simplement la technologie qui est là, bien sûr, pour vous faciliter la vie, bien sûr, au quotidien. Alors, si vous vous rappelez, on avait vu ensemble plusieurs technologies, commençons par des choses de plus basiques, comme la souris, le clavier, par exemple, un scanner qui permet, par exemple, de numériser ou de digitaliser un certain nombre de documents. Ça peut s'agir de photos, par exemple, comme ça peut s'agir, bien sûr, de documents comptables, des factures, par exemple, des bons de commande. Donc, n'importe quel type de document
qui peut être numérisé, bien sûr indexé et stocké au niveau de votre système d'information. Et puis après, vous pouvez revenir à n'importe quel moment à votre système d'information pour restituer ce type de document. D'accord? Donc, un scanner, ça peut être très utile, par exemple, pour numériser des documents d'entreprise pour, bien sûr, les exploiter dans le cadre d'un projet GED, gestion électronique de documents, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans plusieurs et différentes entreprises, même administrations. Il y a de plus en plus d'entreprises, d'administrations qui implémentent donc ce type de technologie et ce type d'outils pour gérer les flux de documents au sein de ces organisations, au sein de ces entreprises. D'accord? Alors, on avait parlé également de la technologie Codabar, le code QR. Donc, c'est une technologie qui est très utilisée, très répandue. D'accord? On la retrouve surtout dans le domaine de la logistique. D'accord? Alors, on ne peut pas retrouver aujourd'hui une entreprise de transport logistique qui n'implémente pas ou qui n'utilise pas, par exemple, cette technologie. D'accord? Donc, c'est une technologie, comme vous l'avez, qui consiste à encoder une information donnée, d'accord, sous forme de barre, d'accord. Donc, il faut faire la différence entre le code à barre une dimension, celui à droite, d'accord, avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis après, le code QR à gauche, c'est un code à barre à 2 dimensions, d'accord. Donc là, vous avez bien sûr deux modes différents pour encoder une information, bien sûr, et à travers le lecteur qui est en jaune-noir, juste à côté, on peut restituer l'information d'une manière assez rapide et assez efficace, sans avoir, par exemple, à reprendre cette donnée-là manuellement ou à la taper manuellement. D'accord? Et donc, là, vous pouvez, bien entendu, utiliser ce type de technologie pour faciliter l'acquisition des données. D'accord? Là, maintenant, vous pouvez même voir comment, en fait, ça fonctionne, cette technologie. Donc, la majorité des smartphones aujourd'hui disposent d'une application de lecteur ou de lecture de ce type de code à barre, d'accord? Et vous pouvez, si vous n'en disposez pas, donc vous pouvez télécharger la Play Store ou de l'App Store, ça dépend de votre type de smartphone, et vous pouvez, ou de l'OS, le système d'exploitation de votre smartphone, et vous pouvez faire l'acquisition, la lecture de ce type de code à barre, et vous allez remarquer en fait que c'est très pratique et c'est très efficace comme outil d'acquisition de données. Alors, la technologie suivante, donc je fais juste un petit rappel, question de rafraîchir un petit peu la mémoire, et sachant que la dernière fois, j'étais plutôt un peu pressé, et du coup, j'ai passé très très vite sur ces slides-là. Donc, je m'arrête un petit peu pour voir ensemble et pour comprendre ensemble, si vous voulez, ces technologies qui sont très utilisées, très répandues dans le domaine de l'acquisition, de la collecte de données au niveau d'un système d'information. D'accord? Et donc, ça, c'est très important parce que, bien sûr, pour avoir un système d'information performant, bien sûr, on doit maîtriser toutes les phases, toutes les fonctions de ce système-là, d'accord, à commencer par
à commencer par la phase d'acquisition et de collecte, et la phase de stockage, de traitement et de diffusion. Alors, la technologie suivante, c'est le RFID. D'accord? C'est ce qu'on appelle Radio Frequency Identification. Alors, j'ai parlé un petit peu de ces technologies la dernière fois. Je vous ai demandé de faire une petite recherche là-dessus. Ces technologies, on la retrouve dans différents domaines, notamment dans la logistique, on la retrouve dans la gestion des ressources humaines, on la retrouve également dans la grande surface, dans la pharmacie, dans la médecine, en fait, dans pas mal de... où on va stocker une quantité minime d'informations ou de données. D'accord? Supposons qu'il s'agit par exemple de la matricule du collaborateur. D'accord? Et donc, sa matricule, on va la stocker à ce niveau-là. Ou bien, ça peut être tout simplement l'identifiant d'un produit. D'accord? Et lorsqu'on va rapprocher tout simplement cette carte du lecteur, on va pouvoir restituer cette donnée-là. D'accord? D'autres exemples, pour aller un petit peu loin, par exemple, on va tout simplement faire RFID. Vous montrer là, mais tout simplement, vous tapez RFID sur YouTube et vous avez plein de vidéos pour comprendre le fonctionnement, bien sûr, de cette technologie qui est assez répandue et assez utilisée dans le domaine des systèmes d'information, surtout de la collecte des informations. Alors, vous avez également une autre technologie, NFC, Near Frequency, Near Field Communication, d'accord? Donc, c'est également une autre technologie contactless, mais c'est un autre standard, d'accord? Et qu'on retrouve surtout dans le domaine bancaire, dans le domaine de paiement, d'accord? Aujourd'hui, il y a pas mal de cartes qui est équipée de cette technologie-là, carte bancaire, je parle bien de carte bancaire. Et donc, le principe, c'est simple, tout simplement, vous pouvez effectuer des paiements sans contact. Je sais bien que c'est très, très pratique dans cette période, bien sûr, de confinement et de pandémie globale, d'accord? Donc, par exemple, en France, on peut faire ou effectuer un achat à travers ce type de carte, d'accord? Avec un montant pouvant aller jusqu'à 20 €, d'accord? Et avec le confinement, on a augmenté cette barrière-là à 50 €. C'est-à-dire, tant que vous achetez des articles à moins de 50 €, vous n'avez pas besoin de saisir votre code ou le code de sécurité de votre carte. D'accord? Et donc, là encore, la même chose. Vous pouvez donc voir énormément d'applications NFC, d'accord, que vous pouvez également voir et revoir sur YouTube et pour comprendre, bien entendu, de très près, bien sûr, le fonctionnement de cette technologie qui, comme je viens de dire, en fait, elle est très utilisée dans le domaine bancaire. D'accord? La reconnaissance vocale, c'est une autre technologie qui est aujourd'hui, si on la combine avec d'autres technologies récentes, par exemple, comme l'intelligence artificielle et la robotique, on peut faire des merveilles, d'accord, dans n'importe quel domaine.
d'accord? Que ce soit dans la logistique, que ce soit dans les ressources humaines, dans la finance, n'importe quel domaine aujourd'hui, il peut, hein, on peut retrouver des applications de cette technologie de reconnaissance vocale, c'est-à-dire vous pouvez commander tout simplement un système d'information à travers votre voix, d'accord? Notamment par l'exécution de tâches et d'instructions, d'accord? Et pour bien sûr restituer un certain nombre d'informations depuis votre système d'information. D'accord? Alors là, vous avez un exemple de Siri, d'accord? Il y a par exemple Alexa d'Amazon, d'accord? Donc, essayez de mentionner par exemple ces technologies-là ou ces services ou ces produits-là, d'accord? Donc, Alexa, Amazon, vous en connaissez d'autres services qui se basent sur la reconnaissance vocale? D'autres services qui exploitent la reconnaissance vocale? Cortana? Oui, il y a Bixby sur Samsung. D'accord. D'accord, mais pour les services qu'on retrouve surtout dans les smartphones, et ça vient nativement avec les smartphones qui exploitent un OS Android. On retrouve surtout la technologie Google avec Google Assistant, d'accord, qui vous permet d'effectuer pas mal d'instructions et de commandes au niveau de votre smartphone à l'aide de votre voix. D'accord? En tout cas, donc, Il comme y a je viens aussi, de dire, oui, dites-moi. il y a aussi des TV smart. Oui, bien sûr, l'assistance vocale également, Oui. qui est implémentée au niveau des Smart TV. Oui, mais en fait, l'objectif pourquoi on a parlé de ces technologies-là, parce que tout simplement, il est très, très utilisé, d'accord, au jour d'aujourd'hui, dans différents domaines, d'accord, et à travers laquelle on peut faciliter, bien entendu, cette opération, cette phase d'acquisition de données. La reconnaissance manuscrite, d'accord, Monsieur, donc c'est une autre technologie, oui, monsieur, dites-moi. Et finalement, là, la technologie GPS, géolocalisation par satellite, qui est une technologie également très répandue, qu'on retrouve aujourd'hui, certes, dans le domaine de la logistique, d'accord, mais ces applications sont très, bien sûr, sont très étendues aujourd'hui dans plusieurs domaines et plusieurs disciplines, d'accord. Donc, aujourd'hui, si on arrive par exemple à géolocaliser n'importe qui aujourd'hui à travers son smartphone par exemple, d'accord, parce que c'est une fonction qu'on retrouve également dans les smartphones, d'accord, vous pouvez à n'importe quel moment géolocaliser une personne. Supposons que cette personne-là, c'est votre collaborateur, d'accord. Si vous avez des commerciaux, par exemple, qui sont éparpillés ou dispersés dans un territoire ou dans un secteur géographique, d'accord, vous pouvez faire bien sûr le suivi en temps réel même à ces collaborateurs-là, peut-être pour les orienter, pour aller vers des clients potentiels, d'accord. Comme vous pouvez géolocaliser éventuellement des clients potentiels, et une fois vous avez l'information que ces clients-là sont proches de l'une de vos boutiques, par exemple, vous allez leur envoyer un message en leur disant, voilà, on est juste près de vous, vous pouvez tout simplement nous rendre visite et on vous offre un coupon, par exemple, de 20 dirhams ou 20 dollars ou 20 euros, d'accord. Donc, voici quelques, par exemple, applications de cette technologie. Alors, ensuite, on a vu ensemble les technologies de stockage et on a parlé de
Monsieur? des technologies comme, oui, Monsieur? c'est ce qu'on appelle le Storage Attached Network. Donc, c'est un, si vous voulez, comme on avait dit l'autre jour, c'est un disque dur pour entreprise, d'accord? C'est la même chose que celui en haut, d'accord? Sauf que celui en haut, c'est un disque dur personnel où vous pouvez, en tant que particulier, vous pouvez stocker vos données et vos informations, d'accord? Et celui en bas, c'est un disque dur pour entreprise. Bien sûr, vos besoins en termes de stockage en tant qu'entreprise, ce ne sont pas les mêmes que vos besoins, bien sûr, hein, de stockage en tant que particulier. D'accord? Donc, l'entreprise, il a besoin de beaucoup plus de capacité de stockage, bien sûr, pour stocker les informations circulant au sein de son SI et bien sûr stocker également l'ensemble des documents. Alors, il faut prendre en considération l'aspect sécurité des données, d'accord? Et du coup, il faudrait penser bien sûr à profiler surtout l'accès à ce type de données, d'accord? Si on prend un exemple, par exemple, de gestion des ressources humaines, d'accord? Donc, si on dispose d'un système de gestion des ressources humaines, tout simplement, un collaborateur doit accéder à ses propres informations, d'accord? Et il n'a pas le droit, bien sûr, à accéder aux informations des autres collaborateurs, d'accord? Et donc là, c'est l'aspect sécurité sur lequel il faut veiller, bien entendu. Donc, on donne l'autorisation à accéder aux informations aux seules personnes qui sont, bien sûr, habilitées, d'accord, pour y accéder à ce type d'informations. Mais si on parle par exemple, de gestionnaire au niveau du département RH, bien sûr, lui, il va pouvoir accéder à ce type d'informations. D'accord? Si on parle également de manager RH, il a l'accès à toutes les informations du département RH. D'accord? Et ainsi de suite. Il faut veiller également sur la sécurité des données, c'est-à-dire que ces données-là, ils seront toujours intègres, d'accord? On est sûr, bien sûr, on est sûr que qu'il n'y ait pas une incohérence, si vous voulez, pardon, des données, d'accord? Donc, vous allez garder vos données toujours intègres. Vous pouvez également sur l'aspect localisation, c'est-à-dire vous allez, certes, lorsque vous travaillez au sein d'une petite entreprise, c'est très facile de localiser une information, d'accord? Mais lorsque vous allez travailler pour le compte d'une multinationale, d'accord, qui est distribuée, répartie dans le monde entier, d'accord? Là, les informations ils seront distribuées en fait sur plusieurs sites, sur plusieurs villes, voire pays, d'accord? Et ce que vous devez bien sûr maîtriser, c'est pouvoir localiser à n'importe quel moment une information. En tant que top management, par exemple, on vous demande une information, vous devez savoir là où il se trouve pour pouvoir la restituer. D'accord? Parce que sinon, bien sûr, ça va devenir un gros problème pour vous. Et surtout, assurer la sauvegarde de ces données-là. Lorsque vous les stockez, il faut toujours veiller sur à ce que vous fassiez régulièrement et périodiquement ce qu'on appelle des screenshots. Enfin, aussi des screenshots, mais d'accord, des clichés plutôt, de votre système d'information et vous allez pouvoir sauvegarder ces clichés-là, d'accord, de l'ensemble des données, l'ensemble d'informations de votre SI au niveau
d'un endroit, voire plusieurs endroits redondants, d'accord, pour éviter bien sûr la perte, hein, de ce capital, de ce patrimoine qui est les informations de votre entreprise. D'accord? Alors, et qui représente le vrai patrimoine pour une entreprise. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le système d'information et surtout des informations qui circulent au niveau de ce SI-là, d'accord? Et donc, vous risquez de perdre tout votre business, d'accord, à cause de ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, il y a des stratégies vraiment drastiques dans les multinationales, des stratégies bien cadrées au niveau de la sauvegarde des données. D'accord. Donc, on effectue régulièrement, il y a même des multinationales qui effectuent, ou des sociétés qui effectuent des sauvegardes quotidiennes des informations et des données de son SI. D'accord. Comme ça, ils ne se prennent pas le risque en fait de perdre les données des dernières 24 heures par exemple. D'accord? Qui peut être causé bien entendu par quoi ça peut être causé des pertes d'informations, par exemple des crashs électriques, des inondations, etc. D'accord? Regardons maintenant les outils qui nous permettent de traiter une information. D'accord? Alors, le traitement constitue bien sûr un maillon très important au niveau, bien sûr, des fonctions du système d'information, dans la mesure où ça nous permet tout simplement de créer de nouvelles informations, c'est-à-dire de faire rejaillir de nouvelles informations à partir de celles existantes déjà. D'accord? Et ceci grâce tout simplement à des opérations très simples, par exemple des opérations de tri, des calculs simples, d'accord? Des regroupements, d'accord? Mais ça peut être également grâce à l'utilisation d'outils beaucoup plus complexes, notamment d'algorithmes d'intelligence artificielle ou de modèles statistiques compliqués. D'accord? Et tout cela, ça va nous permettre de, comme je viens de dire, de faire rejaillir de nouvelles informations et de créer de nouvelles informations qui n'étaient pas là avant. D'accord? Et ces informations-là, ils peuvent avoir plusieurs types, plusieurs caractéristiques, mais souvent, ce type de traitement, on le fait pour avoir des informations à caractère décisionnel. C'est-à-dire, on dispose d'un capital d'informations qui est stocké au niveau de notre système d'information, sur lequel on va appliquer, on va faire des traitements, d'accord, pour faire rejaillir d'autres informations de type peut-être que ces informations-là, ils sont généralement à caractère décisionnel, d'accord? Et donc, on va bien sûr les utiliser pour faire des prévisions, par exemple, ou pour prendre des décisions au niveau de l'entreprise, d'accord? Et donc, pour cela, en fait, si vous maîtrisez, bien sûr, ce maillon de traitement par rapport à la chaîne fonction des systèmes d'information, ça sera un atout pour vous, parce que pas n'importe qui peut tout simplement interpréter une information ou interpréter une donnée de manière, bien sûr, exacte. D'accord? Surtout lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'informations décisionnelles. D'accord?
Et lorsqu'il s'agit bien sûr de prendre des décisions, d'accord? Et donc, on essaie un petit peu toujours de se rapprocher, hein, du cas parfait, d'accord? Et du coup, si on fait par exemple des prévisions, d'accord? Donc, des prévisions, ils ne représentent pas toujours la réalité, qui va se reproduire bien sûr, d'accord? Et du coup, on essaie toujours de s'approcher de la réalité grâce à ces prévisions, d'accord? Et du coup, celui ou celle qui maîtrise le traitement pour générer d'autres informations à caractère décisionnel qui s'approchent de la réalité, bien sûr. Donc, bien sûr, c'est celui ou celle hein, qui va avoir un plus, d'accord, ou un atout par rapport à ses collègues, bien entendu. D'accord? Et dans ce domaine-là, bien sûr, il y a, il y a, il y a énormément de profils qui sont très demandés, mais le profil le plus demandé dans n'importe quel domaine, d'accord, que ce soit la logistique ou les ressources humaines ou la finance, d'accord, reste un data scientist, d'accord. C'est celui ou celle, bien sûr, c'est un profil, euh, comme je dis en fait, c'est un profil très demandé. Ben, tout simplement, c'est quelqu'un qui maîtrise à la fois le métier de ressources humaines, par exemple, la de finance, la de logistique, d'accord, qui maîtrise les outils d'analyse de données, d'accord. Et là, on parle bien sûr du point de vue théorique, par tout ce qui est mathématiques, statistiques, d'accord, et, du côté outils informatiques, d'accord. Et là, on peut bien sûr citer tout ce qui est outils techniques d'analyse de données et d'analyse de big data, d'accord, genre Hadoop MapReduce par exemple, Hadoop tout court. Il y a d'autres outils également qui sont très demandés, d'accord. Et donc, à chaque fois, mes étudiants, en fait, je les oriente en fait vers ce domaine-là ou cette spécialité-là, si vous voulez. Si vous arrivez à devenir un jour un data scientist, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise plus ou moins les outils d'analyse et de traitement des données, faire rejaillir, générer d'autres informations beaucoup plus utiles pour l'entreprise, d'accord. Donc, ça sera vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous, d'accord. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est un parcours très très long. Ça commence avec la maîtrise, bien sûr, des outils d'analyse de données, d'accord. Il faut avoir un background plus ou moins maths et statistique, d'accord. Il faut avoir un background pas obligatoirement développement, d'accord, mais il faut bien sûr avoir quelques années d'expérience, si vous voulez, en développement de scripts et d'algorithmes mathématiques et statistiques, et bien sûr maîtriser les outils de restitution et de représentation des données, d'accord, parce que ça se peut que en fait vous réussissez l'analyse, les opérations d'analyse de données, d'accord, et vous n'arrivez pas à mettre en évidence, d'accord, et mettre en valeur les informations, hein, résultantes de ce traitement, de cette analyse, d'accord. Et là, vous devez bien sûr maîtriser les outils de représentation des données pour avoir un profil de data scientist complet. Ça, c'est une petite parenthèse par rapport à cette fonction de traitement. Et alors, côté technologie, on utilise bien entendu des ordinateurs. Vous les connaissez tous,
toutes. Donc un ordinateur, c'est un ordinateur, comme vous le connaissez en fait, un serveur. Alors comme on l'avait dit pour l'entreprise, donc pour la partie stockage, il y a un disque dur pour particulier, un disque dur pour entreprise. On dit la même chose pour la partie ordinateur. Donc il y a un ordinateur pour particulier, et on connaît très bien quels sont les besoins d'un particulier, et un ordinateur pour entreprise. Donc, les besoins en termes de capacité de stockage et de calcul au niveau de l'entreprise sont beaucoup plus, d'accord, que les besoins d'un particulier, d'une personne. Et donc là, on utilise ce qu'on appelle un serveur. C'est un ordinateur puissant, d'accord. Alors, la majorité des serveurs aujourd'hui, qu'on retrouve dans les entreprises, disposent par exemple d'une capacité de stockage beaucoup plus importante, d'une capacité de traitement qui est également beaucoup plus importante qu'un simple ordinateur. On retrouve des quadricœurs, des octacœurs, corps plutôt, etc. D'accord. On retrouve des RAM pouvant aller jusqu'à des 512 gigas de RAM, etc. D'accord. Et la partie stockage également qui est beaucoup plus conséquente. Et puis après, bien sûr, un ordinateur en tant que machine, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas l'utiliser sans système d'exploitation. Et là, on retrouve des systèmes d'exploitation, comme vous connaissez tous, Windows, Macintosh, ou macOS plutôt, Linux, d'accord, sont tous ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation. Et sur cette couche du système d'exploitation, on viendra installer bien sûr la couche applicative ou le logiciel d'application. D'accord. C'est celui qui va nous permettre de gérer notre, par exemple, entreprise. Par exemple, si on parle d'un département ressources humaines, c'est là où on va installer l'application de gestion des ressources humaines. D'accord. Donc, ça, c'est à noter, bien sûr. Donc, si on récapitule, donc pour faire des traitements, on a besoin de quoi? Tout simplement, d'ordinateurs ou de serveurs, de systèmes d'exploitation et de logiciels applicatifs, ou des logiciels et des applications. D'accord? Donc, voilà, pour cette partie traitement, on arrive à cette partie diffusion et communication. Alors, pour cette partie diffusion et communication, ben, tout simplement, il parle, bien sûr, on va faire de même une projection sur la technologie ou les outils technologiques qui nous permettent de faciliter la diffusion de l'information, c'est-à-dire la transmission de l'information d'un bout à un autre, d'accord. Et là, on retrouve des technologies comme les réseaux hertziens, parmi lesquels le Wi-Fi. C'est un standard de communication, si vous voulez. Ça nous permet de transmettre une information sans fil, d'accord, d'une manière sans fil, c'est-à-dire sans passer par un fil conducteur, d'accord. Donc, on va utiliser l'air pour transmettre l'information d'un bout à un autre, d'accord. Transmission par satellite, d'accord. Donc, c'est une technologie qui est également très utilisée aujourd'hui. Vous vous êtes demandé peut-être un jour comment on arrive à connecter un avion en plein vol, d'accord. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de Wi-Fi, d'accord. En plein vol à une altitude de 8 km, aujourd'hui, il y a des avions, enfin, tous les avions sont connectés directement à des satellites et échangent leurs informations, qu'elles soient bien sûr de géolocalisation ou des informations ou d'autres types, d'accord, à travers leur connexion par satellite, d'accord.
Aujourd'hui, on peut connecter des zones rurales ou éloignées à Internet grâce à cette technologie. Il y a les réseaux privés d'entreprises qu'on appelle les LAN. Donc, n'importe quelle entreprise qui dispose de son propre réseau interne, local, d'accord, et pour pouvoir communiquer bien sûr, échanger les informations entre les différents collaborateurs en interne. La fibre optique, c'est une autre technologie qui est basée sur la technologie optique, d'accord? Au lieu d'utiliser des fils de cuivre pour transmettre, par exemple, des pulsations électriques d'un bout à un autre, d'accord? On va utiliser tout simplement du verre, d'accord? Du verre qui, lui, nous permettra de transmettre un signal lumineux d'un bout à un autre et qui va nous faciliter, bien sûr, la transmission des données ou d'informations. La connexion infrarouge, l'ARHA, et la messagerie électronique. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise au quotidien ces technologies-là de messagerie électronique pour diffuser, bien sûr, les informations d'un bout à un autre, d'accord? Et bien sûr, cette technologie qu'on retrouve aujourd'hui implémentée au niveau du cloud, d'accord? Et donc, vous n'avez pas à installer des serveurs de mail, les config, sauf si vous voulez bien sûr faire du spamming. Donc, la majorité des entreprises aujourd'hui externalisent leur messagerie sur le cloud. D'accord, ils vont donc faire l'acquisition de serveurs sur le cloud pour assurer, bien sûr, l'échange d'emails entre leurs collaborateurs, comme ils peuvent, bien sûr, souscrire à un service de messagerie électronique sur Google, par exemple, à travers leur service, leur offre G Suite, d'accord? Donc, au niveau de l'université, maintenant, on dispose de ce service-là, G Suite. Donc, vous avez remarqué en fait que tous les enseignants et étudiants disposent d'une adresse mail institutionnelle, genre @uae.c.ma, et pour les étudiants, @etu.uae.c.ma. Et donc, certes, vous disposez de plusieurs services, parmi lesquels il y a la messagerie électronique de Google, tout simplement, mais vous l'utilisez à travers votre adresse mail institutionnelle. La technologie Bluetooth, également, que vous connaissez toutes et tous. Alors, maintenant qu'on a vu les fonctions du système d'information, regardons quelle relation existe-t-elle entre le système d'information et fonctions d'une entreprise. Déjà, quelles sont les fonctions, à votre avis, quelles sont les fonctions d'une entreprise? Simplement, les composantes, d'accord, les composantes constituant ce système qui est une entreprise, d'accord. Donc ces fonctions-là, ils seront sont les différents éléments qui constituent le système entreprise. Ils seront en interaction dynamique entre elles, n'est-ce pas? Donc il y aura des interactions entre les différentes fonctions. Fonction RH avec la fonction finance, fonction finance avec, par exemple, la fonction logistique, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, ils seront en interaction dynamique entre elles, ils seront organisés, structurés en fonction d'un but et d'un objectif. Et l'objectif, bien sûr, d'une entreprise, c'est de réaliser du bénéfice. D'accord? Voilà, donc on revient, si vous voulez, à la définition initiale, la définition basique qu'on avait donnée au système.
D'accord? Et on avait dit que le système est composé de plusieurs éléments. D'accord? Et ces éléments-là, pour une entreprise, sont tout simplement ses fonctions. D'accord? On parle donc de fonctions finance, fonctions RH, fonctions logistiques, etc. D'accord? Alors, à votre avis, quelle relation existe-t-elle aujourd'hui entre un système d'information, d'accord, et des fonctions d'une entreprise? D'assurer ou de fluidifier l'échange d'informations au sein d'une entreprise et entre différentes fonctions d'une entreprise. Donc, pour vous dire aujourd'hui que, oui, qui veut parler? Donc, le système ou les systèmes d'information aujourd'hui, ils sont partout dans les entreprises. On les retrouve dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, n'importe quelle fonction d'entreprise, qu'elle soit la fonction finance, achat, vente, logistique, RH ou autre, il dispose de son propre système d'information. Et c'est pour cela d'ailleurs, lorsqu'on va projeter ça sur le côté, si vous voulez, informatique ou technologique, on va retrouver tout simplement des solutions logicielles qui existent aujourd'hui, ou ce qu'on appelle des logiciels de gestion intégrée, d'accord, que vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour gérer ces fonctions-là. D'accord? Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des systèmes d'information pour chacune des fonctions d'entreprise. D'accord? On peut parler de système d'information achat, système d'information logistique, système d'information qualité, d'accord? Un système d'information au sous-système d'information, d'accord? Comme vous voulez, d'accord? Puisque après, lorsqu'on va projeter ça l'aspect informatique ou logiciel, ou technologique, vous allez voir tout simplement que on peut avoir tout simplement un logiciel par fonction. D'accord, un logiciel ou un logiciel par fonction. Et après, on peut parler, par exemple, de ce qu'on appelle le système d'information global, d'accord, qui lui va reprendre, si vous voulez, toutes ces briques et toutes ces pièces constituant l'ensemble des systèmes, sous-systèmes d'information par fonction. D'accord? Alors aujourd'hui, on va retrouver un système d'information pour toutes ces fonctions-là. D'accord? Parlons, si vous voulez, de la fonction comptabilité et gestion des stocks. Si vous voulez, c'est la première fonction qui a été informatisée dans l'entreprise. On parle d'ailleurs de la porte par laquelle l'informatique est rentrée, si vous voulez, dans le monde de l'entreprise. Avant, on faisait tout manuellement. Si vous voulez, vous avez à côté, à droite, vous avez un entrepôt où on déposait, si vous voulez, tous les documents et les informations d'une entreprise, d'accord? De la Connecticut Mutual Life Insurance, c'est une assurance vie appelée Connecticut Mutual Life Insurance, d'accord? C'est une entreprise d'assurance aux États-Unis, d'accord? À l'époque, cet entrepôt, il avait la taille d'un stade de football, d'accord? Justement pour gérer telle ou telle fonction de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut, bien sûr, c'est juste une image qui illustre un petit peu l'évolution des choses, comment ça a évolué, d'accord, depuis, et comment aujourd'hui on arrive tout simplement à tout gérer grâce à un simple logiciel. On peut même stocker ces informations, ces documents sur une simple clé USB, mais même pas un disque dur externe, d'accord, ou un disque dur de quelques terras, d'accord. On peut tout stocker tout simplement sur une petite clé USB de quelques gigaoctets, d'accord. Alors, pour cette fonction comptabilité et gestion de stock, ben, tout simplement,
on va pouvoir, à travers laquelle, faire des tâches ou des processus, si vous voulez, beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement, d'accord? On va pouvoir, par exemple, calculer, éditer les fiches de paye du personnel, d'accord? On va pouvoir faire le suivi des achats, des livraisons et des ventes, calculer l'édition des factures, l'édition des états comptables, faire de la gestion financière, tout ça, c'est devenu aujourd'hui très, très facile grâce à l'utilisation de logiciels. D'accord? On peut gérer bien ça, bien sûr, pour pour les personnes RH, pour les gens RH. Donc, on peut gérer l'ensemble des collaborateurs, d'accord? Depuis l'appel à candidature jusqu'au recrutement, jusqu'au suivi de la carrière de ce collaborateur-là, et même jusqu'à la fin de ce contrat ou le départ du collaborateur, et même, pourquoi pas, après le départ du collaborateur. Vous pouvez également gérer toutes les bases de connaissances de votre entreprise grâce à des outils logiciels qu'on retrouve aujourd'hui dans. On parle aujourd'hui également d'informatique bureautique, d'accord, qui a révolutionné, si vous voulez, le monde de l'entreprise dans les années 90, les années 80-90, grâce bien sûr à l'automatisation et l'informatisation de tout ce qui est secrétariat, production d'écrit, grâce au logiciel bien sûr de traitement de texte, aux suites logicielles de traitement de texte. On parle par exemple de la suite Microsoft Office avec sa suite Word, Excel, Word pour le traitement de texte, Excel pour le traitement de tableurs et d'autres briques, bien sûr, PowerPoint, Publisher, etc. D'accord? L'organisation et la gestion des informations locales, tout ce qui est gestion des contacts, agenda, la gestion de la communication, éventuellement grâce à la messagerie électronique, grâce au groupe Word et les outils de travail collaboratif, etc. D'accord? Donc là, on parle beaucoup plus d'informatique bureautique, d'accord? Qui est également représente une fonction assez importante au niveau aujourd'hui d'une entreprise. Ça permet de faciliter bien sûr la communication et bien sûr de faciliter le travail collaboratif entre les différents collaborateurs de votre entreprise. Sachant qu'aujourd'hui, tous ces outils-là, ils migrent ou ils ont été migrés vers ce qu'on appelle le cloud. D'accord? J'ai parlé tout à l'heure de la suite ou le service G Suite pour Google. D'accord? Alors, vous pouvez faire tout ça grâce à, en fait, je ne fais pas de publicité pour Google, mais je trouve tout simplement que sa suite est très pratique, d'accord? Moi, je l'ai utilisé en fait depuis pas mal d'années, d'accord? Et ça me facilite énormément la tâche, d'accord? Et donc, vous pouvez tout simplement faire du traitement de texte, des traitements de tableurs, faire du travail collaboratif, gérer votre agenda, vos contacts. Mais tout ça, vous le faites grâce à la suite G Suite sur le cloud, c'est-à-dire vous n'avez rien à installer, rien à acquérir comme licence. Certes, si vous êtes une université, c'est gratuit. Si vous êtes une entreprise, je crois que c'est $40 par utilisateur par année, je crois, par année, je crois. Et donc, ça devient très, très pratique, bien sûr, pour vous, en tant qu'entreprise, bien sûr, pour utiliser ce genre d'outils. Alors, l'informatique bureautique, c'est ce qu'on appelle le système d'information horizontal ou commun, d'accord, puisqu'on le retrouve dans les différentes fonctions aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire la fonction RH exploite l'informatique bureautique.
la fonction compta, elle aussi exploitée. Et donc, c'est une fonction, en fait, c'est un système d'information qu'on retrouve dans toutes les fonctions de l'entreprise. Pour la vente et marketing, donc, on retrouve également un système d'information pour de vente et marketing, dont l'objectif principal est de faciliter la tâche à vos commerciaux. D'accord? Et donc, comme vous savez, pour un vendeur aujourd'hui au niveau d'une entreprise, il est indispensable, il est même primordial pour lui de bien connaître les produits, leur prix, les possibilités de manœuvre, notamment la possibilité d'appliquer une remise, ou appliquer des facilités de paiement, etc. D'accord? Et donc, ça, c'est pour un vendeur, en fait, c'est vital. D'accord? Donc, si il ne peut pas connaître, par exemple, les produits disponibles au niveau du stock, par exemple, il ne peut pas, par exemple, peut-être vendre un produit qui est en rupture de stock ou vendre un produit qui est, par exemple, qui est périmé, etc. D'accord? Et donc, il doit avoir toutes les informations nécessaires sur ce produit-là. D'accord? Et il doit avoir également des informations concernant le prix du produit. D'accord? Surtout lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'un produit dont d'un produit dont le prix varie, varie beaucoup. D'accord? Périodiquement. D'accord? Donc, on a parlé de disponibilité de stock, le profil des clients. Ça, c'est très important aussi. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de système d'information, vente et marketing, alors, sa performance est mesurée, bien entendu, par ces possibilités-là. D'accord? Et à quel point il peut dresser un profil identique ou détaillé sur ce client-là. Certes, on peut par exemple représenter des informations comme le volume d'achat, les habitudes de consommation, les préférences. Ces informations-là, ils peuvent provenir tout simplement de votre système d'information, d'accord, transactionnel, d'accord, c'est-à-dire le volume d'achat. Si vous disposez d'un logiciel donc, qui vous permet de gérer bien sûr toutes les transactions réalisées par ce client-là, d'accord, vous pouvez restituer cette information-là très facilement, d'accord. Habitudes de consommation, là aussi, vous pouvez dresser à partir de ces volumes d'achat, de ces transactions d'achat, vous allez pouvoir dresser un graphique, si vous voulez, de tendance en termes d'habitude de consommation de ce client, d'accord. Supposons que vous commercialisez par exemple des pizzas, d'accord, et à travers l'historique des achats ou des commandes réalisées par ce client-là, vous allez pouvoir dire que ce client a tendance à consommer beaucoup plus la margarita, par exemple, que la marinera, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est bien sûr, ce sont des possibilités aujourd'hui que vous retrouvez dans des systèmes d'information de vente et marketing. Plus que ça, si votre système arrive à exploiter des informations provenant de sources externes par rapport à votre système d'information. Et là, ça devient un petit peu beaucoup plus dangereux, surtout pour vous en tant que client. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes 100% d'accord avec moi que Google, Facebook, Apple, Amazon, surtout pour vous en fait, qui êtes très consommateur des services Google et Facebook, d'accord? Alors, vous êtes d'accord avec moi que Facebook et Google vous connaissent mieux que vos proches. Vous connaissent plutôt mieux que vos proches.
c'est-à-dire mieux que vos parents, vos amis. Hein. Ils connaissent très très bien vos habitudes, vos préférences, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Sûr, dangereux pour vous, mais très bénéfique pour ces firmes, pour ces géants du web et de l'Internet et de leurs clients, bien sûr, qui vont consommer ces données et ces informations. D'accord? Et donc, il y a aujourd'hui des systèmes d'information de vente marketing qui sont très puissants, d'accord, et très performants dans la mesure où ils permettent d'exploiter ce type d'informations, c'est-à-dire des informations provenant de sources externes, notamment qui peuvent provenir de réseaux sociaux, par exemple, d'accord. Et donc, ce sont des informations non structurées, d'accord, notamment vos posts sur ces plateformes, ces outils-là, d'accord? Et on va pouvoir tout simplement collecter vos posts, d'accord? Sur une période donnée peut-être, d'accord? Et on va pouvoir analyser tous les posts que vous avez générés pendant une certaine durée, d'accord? Et publier sur votre profil ou sur les profils de vos amis, etc. D'accord? Et on va dresser plus ou moins un, un profil de vous, d'accord? Peut-être que vous êtes client confirmé de cette entreprise ou vous êtes un client potentiel, d'accord? Et on va peut-être vous proposer des produits sur mesure qui conviennent vraiment à vos besoins et à vos attentes, d'accord? Qu'on a pu extraire de ce que vous avez généré, de ce que vous avez laissé derrière vous comme traçabilité lorsque en naviguant sur Internet et en naviguant sur ces outils, hein, ces outils-là. D'accord? Et donc là, c'est bien sûr, on retrouve aujourd'hui des systèmes d'information qui peuvent faire ça, d'accord? Et qui peuvent mettre à votre disposition ce type d'outils et de fonctionnalités. D'accord? Donc ça, c'était une petite parenthèse par rapport à la dernière fonctionnalité de ce système d'information de vente et marketing, qui est le profil des clients. D'accord? Donc ça peut aller d'un profil basique, qui peut être le résultat de l'analyse de données provenant des systèmes d'information transactionnels, jusqu'à l'information beaucoup plus intime, d'accord, qui va être extraite, elle, à partir de l'analyse d'informations à caractère très privé de vous. D'autres systèmes d'information, si vous voulez. Alors ça bloque un petit peu. Voilà, je suis parti. De fluidifier les échanges de données entre le client et les fournisseurs. Et il s'agit là d'harmoniser et d'automatiser un ensemble d'échanges de données entre, par exemple, le service comptabilité, le magasin stock et les fournisseurs. D'accord? Et donc ça, c'est un système qu'on retrouve également dans le département logistique et qui nous permet d'échanger directement l'information à partir du service magasin gestion de stock, si vous voulez, avec les services de comptabilité et même avec les fournisseurs externes. Par exemple, supposons que une entreprise dispose d'un site web à travers lequel, ou une vitrine web à travers laquelle commercialise un certain nombre de produits, d'accord? Une fois une commande tombe directement au niveau de cette plateforme, automatiquement, cette commande-là est partagée avec le service comptabilité pour générer les factures, par exemple, le service magasin des stocks pour préparer la commande, et au cas où, bien sûr, on ne dispose pas de stock de ce produit-là, on va déclencher la commande au niveau fournisseur pour faire l'acquisition
le réapprovisionnement au niveau par rapport à ce produit-là, pour bien sûr procéder à la livraison de ce produit auprès du client. D'accord? Au niveau de management et direction, là encore, il y a des systèmes d'information dédiés au top management. D'accord? C'est ce qu'on appelle le système d'information du patron. D'accord? Et là, on va mettre à la disposition des décideurs au niveau de l'entreprise un tableau de bord ou des tableaux de bord qui vont présenter un certain nombre d'indicateurs clés pour décider au bon moment, bien entendu, assister, faciliter la prise de décision à travers, bien sûr, un certain nombre d'outils très performants. Et là, on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle le EIS, Executive Information System, en anglais, ce qu'on appelle le système d'information stratégique, ou le système interactif d'aide à la décision, etc. D'accord? Tous ces systèmes-là, d'accord, ce qu'on appelle les systèmes d'information décisionnelle, d'accord, et qui sont dédiés surtout au top management. On ne va pas mettre ce type de système à la disposition, par exemple, de collaborateurs du système opérant, d'accord, mais plutôt on va le mettre à la disposition au top management et aux décideurs et au niveau d'une entreprise, d'une organisation. Alors, reprenons, si vous vous rappelez, le schéma à travers lequel on a représenté le système d'information, et on avait dit que le système d'information se positionne entre le système de pilotage et le système opérant, d'accord? Et on doit faire également la différence entre le système d'information transactionnel, qui est composé par, comme vous le voyez sur le schéma, par le système d'information finance, comptabilité, production, logistique, vente et marketing, ressources humaines, d'accord? Même le portail e-commerce, s'il en existe, d'accord? C'est ce qu'on appelle le système d'information transactionnelle. Et le système d'information décisionnelle, là on retrouve l'Executive Information System ou le système interactif d'aide à la décision. On retrouve également même une data warehouse, ce qu'on appelle une banque de données, d'accord, qui va nous permettre peut-être de faire des traitements et des analyses de données historiques et faire éventuellement des projections, des prévisions à moyen ou à long terme. D'accord? Et remarquez également l'existence du système d'information bureautique, qui est un système d'information commun, horizontal, hein, qu'on retrouve, comme je vous ai dit, je voulais dire en fait, au niveau de plusieurs fonctions d'entreprise. D'accord? Alors, ce qu'on retrouve aujourd'hui, donc ça c'est la représentation générale et la répartition générale du système d'information au niveau de l'entreprise. Maintenant, parlons de la projection de ce système d'information en termes de technologie et de logiciels, si vous voulez. D'accord? Donc là, on a beaucoup parlé de logiciels de gestion intégrés. D'accord? Alors, aujourd'hui, on retrouve tout simplement des logiciels de gestion intégrés qui nous permettent de gérer tout simplement l'ensemble des fonctions de l'entreprise. D'accord? Donc aujourd'hui, si vous faites une petite recherche pour voir un petit peu la configuration du marché et les principaux éditeurs qui existent aujourd'hui, les principaux éditeurs de logiciels de gestion intégrés au niveau du marché, on retrouve en fait que ces éditeurs-là, ils proposent des solutions qui permettent, d'accord, de gérer l'ensemble des fonctions de votre entreprise. C'est-à-dire, vous faites l'acquisition d'un seul logiciel
et à travers lequel vous allez pouvoir gérer, par exemple, votre finance, compta, votre production, votre logistique, mais d'une manière intégrée. C'est-à-dire que le SI logistique, par exemple, il a accès à l'ensemble des informations et données partagées avec les autres fonctions. D'accord? Par exemple, si par exemple, le SI compta, par exemple, actualise le chiffre ou la donnée ou l'information chiffre d'affaires, il sera visible et accessible par l'ensemble des autres systèmes d'information. D'accord? Et donc ça, c'est réalisable à travers ce qu'on appelle un logiciel de gestion intégrée qu'on peut définir tout simplement comme étant un ensemble de modules fonctionnels. Il y a quelques erreurs d'orthographe en fait sur cette partie-là. Donc un ensemble de modules fonctionnels reliés à une base de données commune. D'accord? Donc, remarquez là, en fait, que la caractéristique principale d'un PGI, s'il vous plaît, essayez de couper vos micros. Si vous ne parlez pas, coupez vos micros. Comme je disais, en fait, c'est un ensemble de modules fonctionnels reliés à une base de données commune, d'accord, couvrant les grandes fonctions de l'entreprise intégrées au sein d'un système d'information unique. D'accord? Donc, du point de vue technique, d'accord, le PGI, ou le logiciel de gestion intégré, il va être composé, c'est un système également, il va être composé d'un ensemble de modules fonctionnels. Et là, on parle par exemple de modules RH pour gérer toute la fonction ressources humaines. Module compta pour gérer toute la fonction comptabilité. Module, vous voyez? Et donc, il y a cette notion, cet aspect de module, d'accord, au niveau des logiciels de gestion intégrée. C'est-à-dire, techniquement, lorsque vous faites l'acquisition d'un ERP, d'un logiciel de gestion, en fait, ERP et PGI, ça veut dire la même chose. D'accord? ERP, c'est en anglais, Enterprise Resource Planning, et PGI, c'est en français pour dire logiciel de gestion intégrée. D'accord? Donc, lorsque vous dites PGI ou ERP, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, je disais que le PGI ou le RP, il est composé par un certain nombre de modules, par un ensemble de modules, et chaque module, il va pouvoir assurer, vous assurer la gestion intégrale ou partielle, si vous voulez, d'une fonction d'entreprise. D'accord? Donc, c'est clair pour cette explication. Donc, un logiciel de gestion intégrée, d'accord? C'est un logiciel, en effet, d'accord? Sauf qu'on l'a appelé logiciel parce qu'il est composé de plusieurs modules, d'accord? Il est modulable, si vous voulez, et on va pouvoir utiliser les modules, d'accord? Ces modules-là pour gérer les différentes fonctions de l'entreprise. D'accord? Et donc, on va retrouver ces PGI-là, d'accord, pour gérer, comme je viens de dire, par exemple, la partie financière ou la fonction financière de l'entreprise, ou la fonction de production, ou la fonction de stock, ou gestion de stock, la fonction commerciale, fonction relation client, etc. D'accord? Alors, ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des entreprises, lorsque vous allez dans le monde professionnel, si vous voulez, et vous aurez l'occasion peut-être de travailler avec ou d'utiliser, d'exploiter un logiciel de gestion intégrée. Alors, ce qui se passe en réalité, tout simplement, on ne retrouve pas cette configuration-là, c'est-à-dire un seul PGI, un seul ERP pour tout gérer.
d'accord, ou pour gérer toutes les fonctions, d'accord. Ce qu'on retrouve plutôt, c'est une configuration, hein, l'entreprise va utiliser plus ou moins voire plusieurs solutions ERP pour gérer, hein, ces fonctions d'entreprise. D'accord? Je m'explique. Alors, je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple pour bien digérer cette configuration, pour bien apercevoir, si vous voulez, la réalité qu'on retrouve au niveau des entreprises. Alors, supposons que vous voulez équiper votre cuisine, d'accord, par de l'électroménager, par des équipements électroménagers, d'accord. Et à votre avis, est-ce que vous allez acquérir tout votre équipement électroménager de la même marque ou du même fabricant? Pourquoi? Oui, Vous bien allez sûr tout que oui. simplement choisir le meilleur équipement pour chacune des catégories, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a acheté, par exemple, un réfrigérateur, je ne sais pas, Samsung? Pour vous, est-ce qu'un réfrigérateur Samsung, il a déjà une notoriété, si vous voulez, c'est-à-dire il a déjà une grosse part de marché, il a fait ses preuves de performance par rapport à cette catégorie, hein? Par contre, lorsque je vous dis un smartphone Samsung, hein, là, vous me dites, oui, on peut bien sûr acheter un smartphone Samsung. Il est beaucoup plus, Samsung, il est beaucoup plus connu pour sa fabrication de smartphones que sa fabrication de réfrigérateurs. Pourtant, des réfrigérateurs Samsung, ça existe. D'accord? Et du coup, vous allez retrouver, en fait, vous allez vous équiper ou équiper votre cuisine depuis, hein, en achetant des équipements provenant de plusieurs fabricants et de plusieurs marques. C'est la même chose qu'on retrouve au niveau du marché des ERP. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de gestion de la fonction de production, automatiquement, on pense à quoi? On pense à la solution SAP ou SAP. D'accord? Lorsqu'on parle de SAP, automatiquement, on pense à la gestion de production. Les grands fabricants aujourd'hui dans le domaine de l'industrie, les géants de la fabrication automobile exploitent et utilisent le logiciel de gestion intégrée SAP pour gérer la production. Lorsque je vous parle, par exemple, de la gestion finance et compta, automatiquement, vous pensez à la solution Sage, qui a commencé, bien sûr, à ses débuts, était avec la suite de gestion comptable Sage, d'accord? Et ils ont développé avec le temps, hein, un ERP pour la gestion compta et finance, Sage X3, d'accord? SAP est également performant au niveau de la gestion de compta et finance pour cette fonction-là, mais il est beaucoup plus cher. D'accord? Lorsque je vous parle de la fonction ressources humaines, automatiquement, vous pensez à une solution telle que PeopleSoft, par exemple, de Oracle. D'accord? Ou même la solution de gestion RH de SAP. D'accord? Et donc, la majorité des éditeurs aujourd'hui, des éditeurs ERP,
notamment SAP, Sage ou autres, d'accord, il vous propose des modules pour gérer chaque fonction au niveau de votre entreprise. D'accord? Et bien sûr, vous allez faire l'acquisition d'un module, voire plusieurs modules, pour gérer telle ou telle fonction au niveau de votre entreprise. Bien sûr, on va voir après quelles sont les caractéristiques des ERP. Alors, parmi ces caractéristiques-là, c'est l'interopérabilité, d'accord? Qui est une caractéristique standard au niveau des ERP. Et du coup, lorsque vous faites l'acquisition d'un ERP SAP, d'accord, il vous donne la possibilité de le brancher, par exemple, de le connecter hein, à travers ou pas d'un middleware, d'un logiciel intermédiaire, d'accord, avec d'autres logiciels de gestion intégrée comme Sage ou Oracle ou Microsoft Azure. Sachant que, en fait, on va soulever un constat au niveau de ces solutions ERP, c'est que eux aussi, ils ont migré, ou la majorité des éditeurs aujourd'hui proposent certes des versions on-premise ou on-site de leur solution ERP, d'accord? Comme ils proposent également des solutions via le cloud et accessibles à travers le cloud, d'accord? Donc, vous n'avez rien à installer, vous n'êtes pas obligé pour investir dans du matériel, des serveurs, recruter peut-être des personnes ou des ingénieurs pour veiller sur le fonctionnement de ces serveurs, etc. Bien sûr, veiller également sur le fonctionnement de l'ERP. Tout simplement, vous faites la souscription à un service, d'accord? Cloud, de type ERP, et vous pouvez commencer à paramétrer, bien sûr, votre solution et l'exploiter, bien sûr, avec un zéro investissement en matériel et en ressources humaines qui va veiller sur le fonctionnement de ce matériel. D'accord? Donc, je crois qu'on est arrivé à terme de cette séance. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, programmés, édité ou donc l'ensemble des modules de ce programme qu'il a packagé, il a proposé sous forme de ERP, bien sûr, en respectant un certain nombre de contraintes et de caractéristiques, parce qu'on ne peut pas développer n'importe quoi et l'appeler, bien sûr, ERP, d'accord? Ça doit respecter un certain nombre de standards et bien sûr, et de conditions. Et donc, c'est ce qu'on appelle les éditeurs, d'accord? C'est la firme, l'entreprise qui a développé la solution. On retrouve un deuxième niveau, en deuxième niveau, on retrouve ce qu'on appelle les intégrateurs. Ce sont des entreprises qui ont accumulé une certaine expérience en matière d'intégration de la solution au niveau des entreprises. C'est-à-dire, ce sont des entreprises, ce sont des sociétés de services, d'accord, qui vont assurer, si vous voulez, la mise en place d'une solution ERP, d'accord, du début à la fin, d'accord. Et puis après, il y a les clients finaux. Alors, pour les éditeurs, il n'y a pas d'éditeur ERP au niveau du Maroc. C'est-à-dire, on ne retrouve pas un ERP 100% marocain. Ça n'existe pas. C'est-à-dire une solution, d'accord, développée par des Marocains, d'accord. Il y a des solutions qui se prétendent comme étant des ERP, d'accord, qui disent, voilà, nous, on commercialise, en fait, on a développé une solution ERP, mais ça ne représente pas, en fait, un ERP au vrai sens du terme. D'accord, après, je vais vous citer les caractéristiques d'un ERP. C'est vraiment indispensable de le savoir,
surtout lorsque vous serez, Inch'Allah, pourquoi pas manager RH, et vous voulez faire l'acquisition d'un ERP RH. D'accord? Pour gérer la fonction RH de votre entreprise. Là, vous devez obligatoirement savoir les caractéristiques d'un ERP. D'accord? Et ماشي يجي شي واحد ويكذب عليك ويقول لك voilà هذه راه c'est un ERP. D'accord? Parce qu'un ERP, ça coûte de l'argent. Lorsqu'on parle d'argent, on parle de budget, bien sûr, on parle de chiffrage, etc. D'accord? Et donc, un vrai manager, c'est celui ou celle qui va, bien sûr, bien choisir sa solution ERP du point de vue, bien sûr, fonctionnalité, mais également du point de vue prix. Et donc, il va avoir un rapport qualité-prix raisonnable. D'accord? Alors, au Maroc, ça n'existe pas les éditeurs. Par contre, il y a beaucoup d'intégrateurs. Il y a énormément de sociétés qui assurent l'intégration et l'accompagnement pour la mise en place de solutions ERP de A à Z. D'accord? Depuis le début du projet jusqu'à la fin. D'accord? Donc, ça, c'est, je crois que j'ai répondu à ta réponse. Tout simplement un ERP. D'accord? On retrouve aujourd'hui des sociétés qui commercialisent des ERP CRM. D'accord? Et donc, c'est un CRM, donc il assure la fonction de gestion de clientèle, d'accord? Bien sûr, mais il dispose également des caractéristiques d'un ERP. D'accord? Alors, je vais insister, beaucoup insister sur ces caractéristiques-là la séance prochaine, Inch'Allah. Comme ça, vous allez maîtriser plus ou moins ce que c'est qu'un ERP du point de vue, si vous voulez, caractéristiques techniques. D'accord? Donc, décision simple à prendre au niveau d'une organisation ou d'une entreprise. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, le coût d'acquisition de ce type de solution est souvent considérable. D'accord? Donc, cette opération va dépendre essentiellement d'une seule chose, c'est vos besoins. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'acquérir une solution ERP ou pas? Est-ce qu'une simple application de gestion, c'est-à-dire qui ne répond pas aux caractéristiques d'une solution ERP, peut faire l'affaire, d'accord? Et peut répondre largement à vos besoins, d'accord? Alors, souvent, pour les utilisateurs d'ERP, et les clients finaux des ERP, il y a une statistique qui fait peur, qui laisse, si vous voulez, qui laisse parfois des questions suspendues par rapport à ces clients finaux, c'est que pour les clients des ERP, la majorité des clients des ERP, ils n'arrivent pas à utiliser les 20 à 30% des fonctionnalités disponibles sur un ERP. Alors ça c'est vraiment inquiétant pour une entreprise qui se lance dans l'acquisition ou dans le projet d'acquisition d'une solution ERP. D'accord? C'est-à-dire lorsque vous voulez acquérir un ERP, ça doit être vraiment un choix raisonné. D'accord? Bien pensé. D'accord? On ne se lance pas dans l'acquisition d'une solution ERP comme ça du jour au lendemain. D'accord? Donc, c'est vraiment un processus très lent et parfois très compliqué. Et ça nécessite bien sûr la participation de l'ensemble des acteurs au niveau de l'organisation ou de l'entreprise. Oui, très bonne question. Ben, la réponse, ça sera pour la séance prochaine. D'accord? Inch'Allah, bihawlillah, il est phare d'un ERP ou d'un logiciel intégré.
et à travers lequel vous allez pouvoir, faire la différence entre un ERP, une application, une simple application de gestion. Je vous annonce déjà la première différence, si vous voulez, et bien sûr, c'est elle qui va faire, bien sûr, qui va vous permettre de distinguer la différence entre un ERP et une simple application de gestion. C'est que pour un ERP, d'accord, il vous propose la gestion effective de l'intégralité des fonctions de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un point vraiment qui fait la différence, la grosse différence entre un ERP et une simple application de gestion. Supposons que cette application de gestion sert à gérer, par exemple, partiellement ou intégralement la fonction comptabilité, d'accord? Un ERP, il dépasse largement l'offre de cette petite application de gestion. Et du coup, grâce à un ERP, on pourra certes gérer la fonction comptable, d'accord, fonction comptabilité, d'accord, comme on peut gérer d'autres fonctions de l'entreprise, notamment la fonction RH, la fonction logistique ou autre. D'accord? Donc déjà ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une caractéristique qui va nous permettre de distinguer cette différence entre l'ERP ou le logiciel de gestion intégré et une simple application de gestion.